Aujourd'hui, on va reparler d'allaitement. Ça fait hyper longtemps qu'on n'en a pas parlé ici. Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, du coup, on va parler d'allaitement et plus particulièrement de l'allaitement et de la séparation des parents. Je vois en fait pas mal de posts à ce propos-là sur les groupes. Comment s'organiser, comment la garde va se passer, etc. Moi-même, j'ai été confrontée à ce problème-là au moment où je me suis séparée du père de mes enfants. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais te donner un petit peu mes conseils, entre guillemets, enfin surtout mon expérience que j'ai par rapport à tout ça, et également les petites choses à savoir, parce que je sais à quel point ça peut faire peur, surtout quand on tient à son allaitement. On y va? C'est parti. Théoriquement, je dis bien théoriquement, que l'enfant soit allaité ou non, ça ne change rien, entre guillemets. On ne peut pas demander un aménagement spécifique. Le juge, là je prends l'exemple du juge, mais par la suite je t'expliquerai nous personnellement comment on a fait. Là je te pose vraiment des choses à savoir, on va dire. Mais on va dire le juge prend surtout en compte l'âge en fait de l'enfant au moment de la séparation. Dans les faits ensuite, parce que du coup en premier lieu je te parlais du théoriquement, normalement que l'enfant soit allaité ou non, ça ne change rien. Mais dans les faits, on peut opter dans un premier temps pour un mode de garde progressif. Donc, je vais te donner un exemple comme ça, mais par exemple au départ le bébé peut aller chez son papa par exemple qu'une demi-journée par semaine, par exemple. Et puis au fur et à mesure que les semaines et les mois passent, tu augmentes ce temps de garde là. J'ai vu ça sur un groupe, j'ai été complètement choquée, mais un juge ne peut pas forcer une mère à tirer allaiter en disant à la mère vous avez choisi d'allaiter, on va dire, toute seule dans votre coin, c'est un fait, mais maintenant quand vous êtes séparé avec le papa, il faut que le temps de garde soit du 50-50 et du coup il faut que vous tirez allaiter. Donc tirer allaiter, c'est quand tout simplement tu tires ton lait. Le juge n'a pas le droit en fait d'ordonner ce genre de choses là. Enfin, j'ai vu ça, j'étais choquée, j'étais non, ça se passe pas comme ça les gars. On va dire que très souvent, c'est malheureusement au bon vouloir du juge, parce que il faut savoir que, admettons tu as eu des enfants avec un homme hyper mauvais, hyper toxique, le mec il t'a battu physiquement, violence psychologique, alcoolique, enfin le mec il a tous les démons possibles et inimaginables. C'est très compliqué en France de faire retirer l'autorisation parentale, même à un parent problématique, même à un parent mauvais qui peut avoir des conséquences extrêmement graves sur le développement d'un enfant. Même parfois, c'est pour te dire, mais même quand il y a des affaires de pédophilie surtout de l'inceste entre un père et sa fille par exemple, on ne retire pas systématiquement l'autorité parentale au parent qui a fait ça. C'est assez dingue d'entendre ça, mais les mères doivent se battre pendant des années et des années, et encore souvent ça n'aboutit pas, parce que dans la loi française en tout cas c'est comme ça, mais on préfère en fait que la structure familiale reste, même si le parent problématique est toxique et mauvais, et peut engendrer du coup derrière à ce que l'enfant finalement grandit dans un climat hyper toxique quand il est chez le parent problématique. On préfère garder ce schéma-là plutôt que de dire le parent est mauvais, le parent est toxique, c'est pas bon pour le développement de l'enfant, donc on retire l'autorité parentale et le parent ne voit plus l'enfant. En France, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Dans certains pays, oui, mais en France, malheureusement, il y a trop cette sacralisation autour de la famille et du père et de la mère. Et ça, vraiment, c'est problématique. J'espère qu'à l'avenir, il y aura une loi pour protéger les enfants. Parce que quand on a un père ou une mère avec des antécédents ou même un vécu comme ça, c'est-à-dire que, voilà, comme je te disais, le parent a des addictions, le parent est toxique, le parent peut même dépasser les bornes plus, et bien en fait, au niveau de la justice, il n'y a rien qui se passe. C'est assez dingue, c'est vraiment fou. Ce que le juge va prendre en compte par rapport à la séparation des parents, c'est tout simplement dans un premier temps l'environnement familial, la distance géographique entre les deux parents et également l'âge de l'enfant qui va être pris également en compte. Il ne faut pas oublier que la première année, pour un enfant en tout cas, la première année, là je parle pas de séparation des parents ni quoi que ce soit, mais dans la tête d'un enfant, la première année, l'enfant ne fait qu'un avec sa mère, parce que pendant 9 mois il a été in utero, il a fait qu'un avec sa mère. Et pendant la première année, l'enfant est persuadé qu'il ne fait qu'un avec sa mère. C'est pour ça entre autres qu'il y a
la fameuse période autour des 9 mois de l'angoisse de séparation, que voilà, l'enfant ne supporte même pas de voir sa mère s'éloigner ou aller dans une pièce même à côté, parce que l'enfant en fait perd sa mère de vue, et pour lui c'est littéralement impossible, puisque pour lui dans sa tête il est persuadé que il est relié à sa mère, qui est un petit peu comme s'il y avait toujours le cordon ombilical qui était relié entre lui et sa mère. Donc si ton enfant est âgé de moins de 1 an, la séparation va être entre les deux parents, va être d'autant plus compliquée à gérer émotionnellement pour l'enfant, parce que il y a un risque en fait à ce que l'enfant soit séparé, ne serait-ce qu'une après-midi de sa mère. Bon, encore une fois, il y a des mamans qui décident de reprendre le travail à quelques mois de vie de leurs enfants. Ça, on va dire, c'est relié d'un côté, mais c'est encore autre chose. Là, je vais vraiment me focaliser sur la séparation des parents. C'est d'autant plus difficile parce que l'enfant en fait perd ses repères familiaux, parce qu'il avait un papa et une maman, et du jour au lendemain en fait cette structure-là en fait, est complètement défaite et complètement détruite. Donc l'enfant doit se reconstruire en même temps émotionnellement, et en même temps, il doit partager son temps entre son père et sa mère, ce que avant il n'était pas obligé de faire, et maintenant, entre guillemets, il n'a pas le choix. Sans compter en plus de ça que s'il a moins d'1 an, et que du coup il est obligé d'être séparé de sa mère parce qu'il va chez l'autre parent, ça peut engranger en fait beaucoup de souffrance émotionnelle pour l'enfant. Malheureusement, dans notre pays, la justice est extrêmement longue. C'est pour ça entre autres qu'il y a eu des modifications pour les séparations et les divorces, pour que ça soit un peu plus rapide et que le cadre puisse être rapidement fixé et posé. Mais c'est vrai que la justice française est réputée pour être longue, et pour toute procédure, elle est longue. Donc maintenant que je t'ai parlé de toutes les petites choses à savoir sur la séparation, qu'est-ce qu'un juge peut décider, maintenant je vais te parler de mon vécu, voilà. Donc je vais te reposer les bases si jamais tu tombes sur cette vidéo. Donc j'ai été mariée pendant 2 ans, voilà, avec mon ex-mari. Du coup on a eu 2 enfants et on est restés en tout 6 ans ensemble, voilà, pour poser le cadre. Et du coup on s'est séparés en octobre 2021. Donc du coup mon grand avait 2 ans et demi tout juste, et ma fille avait 4 mois. Voilà un petit peu pour te remettre dans le contexte. Donc autant dire que j'avais quand même 2 enfants clairement petits. Personnellement, nous on a opté du coup pour le divorce par consentement mutuel, à savoir que c'est un divorce qui ne se passe pas devant juge, mais un divorce qui se passe devant notaire, enfin devant notaire entre guillemets, parce qu'en fait le notaire on ne le voit pas. On passe en fait par nos avocats respectifs en fait pour rédiger une convention de divorce. Il faut, quand on opte pour ce divorce-là, il faut être d'accord sur tout, que ce soit sur la pension alimentaire, sur le mode de garde, bref, il faut être d'accord sur tout. Si tu as des biens également, il faut être d'accord absolument sur tout. Et voilà, ensuite on se met d'accord, on va dire, la personne en face et moi. Et ensuite que tout ça est carré, les avocats rédigent une convention, on la signe, c'est envoyé chez le notaire et c'est terminé. Dit comme ça, c'est hyper rapide, mais encore faut-il que les avocats ne commettent pas d'erreur, comme ça a été le cas pour nous. Donc la procédure à la base devait durer moins d'1 année, et on a commencé les démarches, j'ai commencé les démarches début novembre 2021, et on a été officiellement divorcés en avril 2023, donc ça a été quand même un petit peu long, voilà, mais on y est quand même arrivé, voilà. Bref, ça c'était pour la partie un petit peu théorique, on va dire, pour la partie un petit peu... je pose des bases. Maintenant du coup je vais te parler un peu plus de l'allaitement, parce que c'est ça qui nous intéresse dans cette vidéo. De l'allaitement en premier pour mon fils. Du coup mon fils, comme je te le disais, du coup il avait 2 ans et demi au moment où on s'est séparés, et il était toujours allaité à ce moment-là, puisque au moment là où je te parle il n'est plus allaité, voilà. Je t'en reparlerai dans une prochaine vidéo entièrement dédiée au sevrage de mon fils. Là je vais vraiment me focus sur du coup l'allaitement de mon grand. Et du coup ce qui a été très compliqué pour moi, c'est que pour rappel, je te mettrai toute la playlist d'allaitement dans la barre d'infos, mais j'avais une aversion sur mon fils depuis la grossesse de ma fille. Donc en fait j'avais mal, mais quand je dis j'avais mal, j'avais vraiment mal. Et émotionnellement c'était très compliqué. J'avais clairement envie de lui mettre des baffes, le pauvre. C'était pas de sa faute, c'était comme ça, voilà. C'est l'aversion qui fait ça. Qui fait qu'en fait l'allaitement est insupportable. Et le pire pour moi, c'était le soir quand il se couchait, et que voilà, il avait vraiment ce besoin-là de téter, puis en fait il tétait surtout dans le vide, il tétouillait en fait, mais il en avait besoin parce que émotionnellement ça faisait beaucoup, on a dû encaisser 2 déménagements successifs en fait,
Donc ça faisait déjà beaucoup pour lui. Et puis voilà, il a perdu entre guillemets son père, entre guillemets. Son père ne rentrait plus tous les soirs à la maison. Il devait se contenter de le voir, surtout au départ où pendant 1 mois il ne l'a pas vu. Son père ne prenait pas de nouvelles. Donc tout ça, tu vois, ça a été mis bout à bout, ça a été très très difficile. Et moi, il faut savoir qu'à cette époque-là, juste avant qu'on se sépare, je voulais petit à petit en fait le sevrer parce que justement l'aversion était trop difficile. Et malheureusement, la séparation est arrivée juste après. Et clairement, je pouvais pas lui faire ça, le pauvre. Je pouvais pas lui faire encaisser une séparation de ses parents, plus le fait qu'on devait se taper un double déménagement. En histoire de très peu de temps. Tout d'un coup, on se retrouve chez mes parents dans une toute petite pièce où c'est notre intimité. Ses grands-parents, ils les voyaient assez régulièrement, mais là c'est vrai que du coup on vivait, on vit d'ailleurs toujours actuellement chez mes parents. Donc du coup tout ça, ça fait énormément de changements pour lui parce que très souvent on parle de la séparation des parents, mais malheureusement derrière la séparation il y a beaucoup de choses qui découlent, comme un déménagement, comme voilà la possibilité de venir emménager chez son père ou chez sa mère. Là je parle de l'adulte, enfin de la mère qui déménage avec ses enfants, voilà, elle est confrontée à ça aussi. Ça peut être derrière, il peut y avoir aussi également des problèmes financiers, enfin bon bref, tu vois. Et puis nous, en tant qu'adultes, on est un peu noyés sous toutes les démarches qu'on doit faire parce qu'on est séparés, enfin bon bref, voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, comme je te disais, pour mon fils, c'était une période quand même assez difficile, donc je me voyais pas le sevrer, c'était littéralement impossible. Et en fait, ce qui était encore plus compliqué pour moi, c'est que quand j'essayais de lui dire que c'était plus supportable pour moi, je le faisais téter un tout petit peu, puis après je lui disais d'arrêter. En fait, il pleurait pendant 30 minutes. Facile. Parce qu'il supportait pas en fait que je lui dise d'arrêter de téter en fait. Donc ça pour moi ça a été très difficile. Émotionnellement pour moi c'était très difficile parce que j'avais cette aversion. Et si tu as eu une aversion, tu sais à quel point c'est douloureux et à quel point c'est compliqué de gérer ça émotionnellement. Vraiment, je n'exagère pas, mais c'est tellement énervant, ça crée des tensions dans tout le corps, c'est horrible. Ensuite, moi j'ai ma propre souffrance émotionnelle à gérer par rapport à la séparation. Parce qu'en plus de ça, moi j'ai vécu une période clairement noire, clairement, où j'avais des pensées suicidaires, où je ne mangeais plus. C'est pour te dire, il y a une période au moment de la séparation où j'ai un blackout complet. Je ne me souviens plus de rien en fait. C'est-à-dire que ma fille avait 4 mois. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre ces 4 mois et ces 6 mois, je dirais. Pendant 2 mois, j'ai un espèce de blackout où en fait, je ne me souviens plus de rien par rapport à mes enfants. C'est mes parents en fait qui ont pris le relais parce que j'étais incapable de m'occuper d'eux. J'arrivais pas à les faire manger parce que j'arrivais pas déjà moi-même à manger. Je pouvais pas leur faire prendre le bain par exemple. Surtout qu'en plus ma fille était petite donc on pouvait pas leur faire prendre le bain en même temps. C'était trop compliqué à gérer. Donc c'était la douche pour l'un et le bain pour l'autre. Enfin bon bref, c'était tout un schmilblick. Et tout ça, même jouer avec eux, je ne pouvais rien faire. Donc rajouter à toute cette souffrance personnelle, je vais rajouter la souffrance de mon fils et de ma fille bien évidemment. Et puis toute la paperasse à gérer derrière et toutes les conséquences, comme je te disais, de tout ça. Donc du coup, c'était hyper compliqué. Donc comment j'ai fait au fur et à mesure, comment j'ai fait en fait pour essayer de calmer le jeu par rapport à l'allaitement pour mon fils. J'ai mis en place quelque chose que je n'aurais jamais pensé mettre en place, c'est la tétine. Je t'ai fait une vidéo quand j'étais enceinte de ma fille sur la tétine, j'essaierai de te la remettre en barre d'infos, où clairement on voit que je suis vénère et que je dis limite que la tétine c'est le diable. Et bien la tétine, j'y ai succombé parce que j'avais pas le choix entre guillemets. Bon, tu te doutes bien qu'après 2 ans et demi d'allaitement, essayer de mettre en place la tétine avec un enfant, ça a été très compliqué. Mon fils au départ la voulait pas. Elle était tout le temps accrochée en fait à un doudou parce qu'en fait il a des doudous pas de patrouille. Enfin, pendant longtemps pareil, je t'avais fait une vidéo sur le doudou, je te la remets. Mon fils n'a pas eu de doudou. Et en fait, comme 1 an après il est rentré à l'école, j'ai mis en place le doudou. Donc il avait un doudou pas de patrouille, un tout petit doudou pas de patrouille. Et du coup, accroché à ce doudou, j'avais mis une tétine. Comme ça, quand il allait faire la sieste à l'école, et il avait sa tétine et son doudou. Et voilà, ça lui permettait de faire il avait du coup, je vais y arriver, il avait un objet de transition transitionnel de la maison à l'école. Donc du coup, quand j'ai vu que l'allaitement pour moi ça devenait trop compliqué avec mon fils,
J'ai essayé de mettre en place la tétine en lui disant si tu veux téter, tu prends la tétine. Évidemment, au départ, il hurlait, il n'en voulait pas. Encore une fois, je le précise, mais chaque allaitement est différent, chaque enfant est différent. C'est pas parce que mon fils a réagi comme ça que le tien va réagir comme ça. C'est important de s'écouter, c'est vraiment trop important de s'écouter. Moi là, je sentais que je pouvais plus, mais en même temps, mon fils n'acceptait pas la tétine. Donc, même le pouce, il n'en voulait pas. Donc, il a continué de téter. Et la tétine, par contre, était toujours là, dans son environnement, mais il ne la voulait pas. Mon fils, peut-être qu'il n'aurait pas réagi aussi fort s'il n'y avait pas eu la séparation, si j'aurais fait les choses petit à petit, autrement peut-être, enfin je sais pas. Mais déjà de base, s'il n'y aurait pas eu la séparation avec son père, je pense qu'il aurait peut-être, je dis bien peut-être, accepté, parce que émotionnellement, il aurait été potentiellement mieux, bref. Donc, il a accepté la tétine un an après, donc au moment de la rentrée à l'école, donc en septembre de l'année d'après, donc en septembre 2022, où voilà, il prenait la tétine parce qu'à l'école il avait la tétine, et c'est comme ça que petit à petit, à force de l'expliquer, puis aussi il était plus grand, donc il arrivait plus facilement à comprendre que quand il tétait, j'avais mal. Alors du coup, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai rabâché, rabâché et rabâché, mais quand on a des enfants, on rabâche sans cesse, mais je lui disais qu'en fait, c'était plus possible en fait qu'il tète en fait parce que j'avais trop mal. C'est pas de sa faute à lui, et ça c'est important de le dire, c'est pas de sa faute à lui parce que du coup à des moments il disait que c'était de sa faute mais je lui disais que non. C'était parce que émotionnellement je ne pouvais plus et que du coup ça me faisait mal. Donc du coup il y a une période en fait où il posait juste en fait sa bouche sur mon téton en fait. Donc et même ça pour te dire je ne le supportais pas. Donc voilà, et en fait je dirais vraiment en novembre 2022 du coup, il a complètement arrêté de téter. Voilà. Alors il faut quand même savoir que quand du coup on s'est séparés avec son père, au tout départ il tétait encore un peu la journée. Au fur et à mesure j'ai réussi à arrêter de le faire téter la journée. Il n'y avait plus qu'en fait au moment du coucher où c'était littéralement impossible en fait d'enlever ce moment-là, c'était trop important pour lui. Mais la journée, à un moment donné j'y suis arrivée. Voilà, en lui faisant faire des jeux. Parce qu'en fait, je comprenais quand est-ce qu'il réclamait la tétée. Si par exemple, j'allais m'asseoir sur le canapé, tout de suite, il allait me demander la tétée. Ou si par exemple, il commençait à fatiguer, qu'il allait s'endormir. Donc du coup, j'essayais de lui dire, viens, on fait un câlin. Si par exemple, je voyais que voilà, il allait s'endormir, je lui disais, viens, on fait un câlin plutôt qu'une tétée. Ça, évidemment, au début, ça m'a marché. Mais au fur et à mesure, ça a marché. Parce que je pense que pour lui, le plus important, c'était du coup la dernière tétée de la journée, à savoir celle du coucher. Donc voilà, en faisant ça a réussi en fait à arrêter cette tétée, enfin ces tétées en journée. Je dis pas que ça a été facile, parce que ça n'a pas du tout été facile. Ça a été beaucoup de frustration de son côté, ça a été beaucoup de crises, ça a été beaucoup d'énervement de ma part. C'est beaucoup de choses émotionnellement, encore une fois, à gérer. Donc franchement, je sais pas comment j'ai réussi à tenir. Mais quand on voit que j'ai réussi à tenir quand même pendant un an encore, voilà, où il tétait encore, je suis trop fière de moi. Faut le dire, je suis trop fière de moi. Parce que j'ai pas vrillé, parce que franchement, la douleur peut faire vriller, vraiment. Et comme je te disais, du coup, à partir de novembre 2022, il a arrêté de téter parce que voilà, il a vraiment compris que pour moi, c'était plus possible. Et donc, du coup, maintenant, tous les soirs, il prend sa tétine, voilà, et il s'endort comme ça. Et il me fait un câlin, bien évidemment, parce que du coup, on dort dans le même lit. Donc j'ai ma fille d'un côté et mon fils de l'autre et voilà, il me fait un câlin, il prend sa tétine et il s'endort comme ça. Voilà. Mais ça, comme je te dis, pour le sevrage, on en reparlera dans une prochaine vidéo complètement dédiée. J'ai failli oublier, je suis bête. Du coup, mon fils partait chez son père. Il a commencé à y aller, je dirais, à partir de un mois après qu'on s'est séparés, donc je dirais ouais, mi-novembre 2021. Où du coup il y allait au départ, il me semble, qu'une nuit, où au départ on essayait 2 nuits mais c'était beaucoup trop compliqué. Quand il rentrait c'était terrible, vraiment. Donc du coup au départ on faisait qu'une nuit, puis progressivement on a augmenté. Et je dirais que depuis début 2023, il va vraiment un week-end sur 2 complet chez son père. Là c'est pour te dire, au moment où je filme, on est sur un week-end de 4 jours, enfin je dis 4 jours, mais du vendredi au lundi. Et donc là, voilà, il va passer tout le week-end jusqu'au lundi soir, jusqu'à demain soir. Il va passer tout le week-end chez son père. Je te cache pas que des fois, le retour à la maison est très compliqué.
Mais bon voilà, là comme je te dis actuellement il est plus allaité, donc c'est plus trop un problème d'allaitement, c'est encore autre chose. Mais du coup l'allaitement pour mon grand, comment ça s'est passé? Eh bien au départ j'étais obligée de tirer mon lait parce que mon fils tétouillait tellement que quand il était pas là ça se voyait quoi, j'avais vraiment mal, etc. Mais très vite ça s'est tassé parce que mon fils quand même avait 2 ans et demi, donc c'est pas comme si c'était un nouveau-né ou un tout petit bébé, donc c'était encore différent, j'ai envie de dire. Mais voilà, je devais tirer mon lait peut-être 1 ou 2 fois. Quand je le laissais vraiment tout le week-end, je dirais ouais peut-être bien 2 fois dans le week-end. Et voilà, après le lait je le mettais au congèle et puis basta. Parce que du coup au départ mon fils partait tout seul. Parce que ma fille pour moi était trop petite. Donc on était d'accord avec son père. Voilà, bref, voilà un petit peu pour te dire par rapport à l'allaitement. En fait, voilà, mon fils était grand et c'est surtout moi, on va dire, qui devais tirer à l'été pour éviter d'être engorgée. Parce que des engorgements, j'en ai fait pas mal. C'est très très douloureux, voilà. Ensuite, du coup, on va s'attaquer à l'allaitement pour ma fille. Donc, comme je te le disais, ma fille au moment de la séparation avait 4 mois, donc c'était un bébé, elle était vraiment petite. Déjà, première chose, j'ai eu énormément de chance. Je n'ai pas eu un sevrage induit dans le sens où j'ai pas eu une baisse de lactation drastique comme ça aurait pu être le cas parce que quand même c'est un choc émotionnel énorme, voilà. J'ai eu énormément de chance que ma lactation tienne, même si je dis pas que ça a été facile, mais c'était vraiment une de mes craintes en fait de me dire qu'à cause de tout ça, en fait je ne puisse plus nourrir ma fille et que je sois obligée de lui donner du lait en poudre. Ça m'aurait rendu littéralement malade, ça m'aurait achevé littéralement, mais j'ai eu de la chance, mais ça peut arriver. Encore une fois, ça dépend de tout un tas de facteurs, ça dépend de comment la séparation s'est passée, etc. J'ai eu de la chance, merci bon Dieu. Bref, ma fille n'est allée chez son père que quand elle avait 17 mois. Donc elle y allait en novembre, à partir de novembre 2022. Elle y allait également tout le week-end, parce qu'en fait je me voyais pas laisser mon fils tout le week-end et dire à son père, enfin à leur père du coup, de ramener la petite au bout d'une nuit, voilà. Alors pourquoi est-ce que je n'ai laissé ma fille aller chez son père que quand elle avait 17 mois? Parce que moi là, j'étais arrivée à un stade où j'avais besoin d'une pause, parce que jusqu'à là, j'avais toujours un enfant. J'arrivais pas à faire ce que je voulais, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Émotionnellement, physiquement, j'en pouvais plus. Ça faisait déjà un moment que j'en pouvais plus, mais là, je me suis dit, mentalement dans ma tête, que j'allais garder ma fille avec moi jusqu'à ce que je ne puisse plus émotionnellement et physiquement le faire. Donc j'ai quand même attendu pratiquement, on va dire j'ai attendu 1 an et demi avant de la laisser aller chez son père. Et bon, bien évidemment je te rassure, mais il y a eu des choses qui ont été mises en place avant. Encore une fois, il faut que les deux parties veuillent faire des efforts. Enfin, leur père, vous voyez, ma fille, quand voilà, il venait chercher le grand, il venait chez mes parents du coup, et puis il pouvait passer un petit peu de temps avec la petite. Donc voilà, après ils allaient promener en poussette ou faire ce genre de choses-là. C'est arrivé que très peu de fois. Mais voilà, moi, dans mon but, c'était pas de priver leur père en fait d'avoir un lien avec eux, surtout avec la petite, parce que voilà, finalement, elle, son père, elle l'a pas tant côtoyé que ça. Il s'en est pratiquement jamais occupé, même quand elle était bébé. Donc le lien était littéralement à construire et à faire. Je dirais très honnêtement que là, actuellement, du coup, elle va avoir 2 ans. Parce que là, on est au mois de mai 2023, au moment où je fais cette vidéo. Et elle commence tout juste maintenant à vraiment aller chez son père, à vraiment dire papa, à être contente d'y aller entre guillemets, sans hurler, sans pleurer. Mais voilà, elle c'était une autre relation parce qu'il y avait un lien à construire. Mon fils, la relation était déjà là avec son père. Il y avait un manque pour lui. Ma fille, bon, le manque, elle l'a eu peut-être un petit peu, mais comme elle n'avait pas de relation avec lui, c'était peut-être encore autre chose. Mais du coup, par rapport à l'allaitement, je voulais pas en fait la laisser parce qu'elle était trop petite, elle avait trop besoin de moi. Et puis en plus de ça, voilà, c'est pas comme si son père s'en était occupé autant que moi, où là c'est important de faire des choses par rapport à la garde. C'est important que son père puisse aussi, même si on est séparés, autant s'en occuper. C'était pas du tout le cas, c'est moi qui m'en suis occupée, j'ai envie de dire dès l'accouchement. Et puis de toute façon, voilà, son père à aucun moment s'est senti lésé ou quoi que ce soit, à aucun moment il m'a dit qu'il n'était pas d'accord. On était d'accord tous les deux, c'est important ça aussi. Donc voilà pour ça. Alors comme elle est allée chez son père à partir de ses environ 1 an et demi,
je ne mettais pas mon lait par exemple dans une glacière pour qu'il puisse le transporter. Parce que en général aux alentours de 9 mois, un bébé peut s'accommoder du lait de sa mère sur une journée. Là encore une fois, elle avait 1 an et demi. Je la sentais prête en fait à se passer de l'allaitement pour un week-end. Qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai mis en place la tétine, voilà. À partir de ces 9 mois, je dirais, parce qu'également j'étais très fatiguée. Donc à partir de ces 9 mois, j'ai commencé à lui donner la tétine. Elle l'avait pas tout le temps. Voilà, c'était des fois quand elle la voyait, tac, elle la mettait à la bouche. Mais c'était très très peu. Vraiment, si sur une journée, elle la mettait une fois à la bouche, c'était le gros max. Et encore des fois, pendant 5-6 jours, elle la mettait pas à la bouche. Mais la tétine était quand même là. Histoire que voilà, elle puisse se rendre compte que c'est un objet aussi qui puisse être transitionnel. Parce que justement, je commençais un petit peu à réfléchir quand est-ce que j'allais la laisser chez son père. Ensuite, voilà, la tétine a été vraiment importante quand elle est partie du coup un week-end complet chez son père. Surtout que voilà, moi, j'y suis pas allée progressivement. J'ai vraiment laissé, on va dire, d'un coup tout un week-end, sachant qu'elle était pas seule, il y avait son frère. Donc c'est pour ça aussi que je me suis permis de faire ça. Sinon, jamais de la vie, j'aurais permis une chose pareille. On y serait allé progressivement, d'abord une demi-journée, puis une journée, et puis après une nuit, puis après voilà tout un week-end. Je pense que j'aurais fait comme ça, s'il n'y avait pas eu son grand frère. Et également quand elle était chez son père, il faut savoir que ma fille, est pas trop fan du lait de vache. Donc du coup je disais à son père de lui acheter du lait d'amande parce qu'elle aime bien le lait d'amande. Donc du coup quand elle avait besoin de lait, elle se nourrissait du lait d'amande. Pour moi c'était ok, encore une fois chacun jauge. Mais pour moi, c'était ok, voilà, de faire ça. Et je devais tirer environ, je dirais, au départ, je devais tirer peut-être 2 fois. Et puis maintenant, des fois même, je peux passer tout un week-end sans tirer. Parce que ma fille voit pas du tout l'allaitement comme mon fils, où elle tétait vraiment que pour manger, elle tétouillait pas en fait. Pratiquement dès le départ, ça a été ça. Donc du coup, c'est vrai que c'était pas comme mon fils, où mon fils pouvait passer des heures à téter, à tétouiller. Ma fille, non, pas du tout. Donc du coup, j'avais pas cette lourdeur, littéralement. Voilà, quand je laissais ma fille, même mes 2 enfants. C'était beaucoup moins impressionnant que quand je ne laissais que mon fils au départ aller chez son père. C'est assez fou. Et dernière chose, avant de clôturer cette vidéo, je voulais également préciser que la distance géographique peut avoir aussi une importance, puisqu'au départ, mon ex-mari habitait à 1h30 de là où on habite. Donc ça fait quand même pas mal de route. Et maintenant, il n'habite plus qu'à 3/4 d'heure, environ 1 heure. On n'habite pas à côté, c'est pas comme s'il habitait la maison d'à côté, où là, ça serait quand même beaucoup plus facile pour les enfants de le voir et de vraiment d'avoir un lien beaucoup plus profond avec lui. Et sans doute que ça aurait énormément facilité les choses pour l'allaitement aussi également. Donc voilà, ça aussi, ça a une énorme importance là où le deuxième parent est. C'est sûr que si le père ou la mère est à 800 km, c'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'allaitement et la séparation des parents. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à aller regarder en barre d'infos la playlist allaitement. J'ai fait énormément de vidéos. J'ai fait une vidéo sur la version, comme je disais, une vidéo sur l'allaitement pendant la grossesse, une vidéo sur le co-allaitement aussi également. Je t'ai fait plein de vidéos sur l'allaitement, vraiment plein. Également sur le démarrage de l'allaitement. Bref, il y a à boire et à manger littéralement. N'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire un petit peu ton expérience sur l'allaitement et la séparation, si tu es séparé du père ou de la mère de tes enfants, voilà. Et moi je te dis à mardi peut-être à 18 h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo tranche de vie, ou en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et jusque là je te souhaite une excellente semaine.